bonsoir à tous. À la une de ce journal, la route nationale numéro 3 est encore le théâtre d'une série noire d'accidents mortels. Au moins 9 personnes ont été tuées lors d'une violente collision entre un bus de transport interurbain et un camion semi-remorque sur l'axe Edea-Puma. Cette hécatombe survient 24 heures après la chute d'un autre camion dans le fleuve Sanaga. La disparition de certains de ces passagers suscite la consternation au sein de l'opinion publique. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Alors que les concertations se poursuivent en vue du dialogue national, l'archevêque métropolitain de Douala n'a pas foi en ce schéma de sortie de crise tel que conçu par le président de la République. Vous suivrez dans ce journal Monseigneur Samuel Cléda qui craint que l'absence de médiateurs neutres et la non-libération des prisonniers politiques n'impactent sur l'organisation de ce grand dialogue, pourtant décisif pour l'avenir socio-politique du Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Réputée pour son caractère accidentogène, la route nationale numéro 3 vient d'essuyer une furie meurtrière. Au moins 11 morts enregistrés en 24 heures au cours d'accidents mortels survenus notamment dans la Sanaga maritime. Le plus effroyable, c'est la violente collision entre un bus VIP de transport interurbain et un camion semi-remorque. Selon un bilan officiel, 9 personnes ont été tuées. Ces Camerounais victimes d'accidents graves viennent rallonger la liste d'autres Camerounais qui sont morts noyés après la chute d'un camion, notamment dans le fleuve Sanaga. Le récit de ces accidents mortels avec Dallas Tiana et Donald Brice Kamgan. La partie avant du bus défiguré renseigne sur la violence du choc. Et ce sont les passagers occupant cette partie du bus de Garantie Express qui sont décédés lors de la collision avec un camion semi-remorque dont le chauffeur aurait perdu le contrôle ici à Poma, dans la Sanaga maritime, sur la route nationale numéro 3, Douala-Yaoundé. Le bus était en direction de Yaoundé et le camion venant en sens inverse. Il y a un virage, il y a donc un gros porteur qui venait en face de nous, qui a carrément laissé son côté. Vous voyez, et le chauffeur du bus a voulu l'esquiver. Il a donné l'autre côté. Moi, j'étais du côté passager. Bon, ça a pris beaucoup de personnes. 9 morts et 9 blessés de sources officielles. Le ministre des Transports, en route pour une visite de travail à Kribi, a dû s'arrêter au chevet des blessés, internés à l'hôpital régional annexe d'Edea et à l'hôpital catholique de Puma. En raison de l'état dégradé des décédés, les autorités invitent les familles sans nouvelles de leurs proches ayant pris la route Douala-Yaoundé mercredi soir à se rapprocher de Puma pour identification éventuelle des leurs, les dépouilles ne pouvant être conservées à la morgue. Nous demandons 8 morts sur cet accident. C'est vraiment un moment triste. Nous avons pu voir l'état dans lequel se trouvent ces décédés. Ils sont vraiment difficiles à identifier. Dans la même journée de mercredi, c'est un camion occupé par 3 usagers et roulant à grande vitesse qui terminait sa course dans la Sanaga à Edea après avoir été les dos d'âne sur le pont. Seul le convoyeur du camion a survécu. Les dépouilles des 2 autres passagers sont toujours recherchées dans le fleuve. Les recherches sont en cours pour les retrouver. Et il y a des mesures prises également pour enlever les eaux de ce camion. Après le tour des 2 sites des accidents, le ministre des Transports insiste sur les mesures personnelles de sécurité. Il est important que les usagers de la route redoublent de vigilance, plus d'attention, excès de vitesse, pas de conduite pendant qu'on est en état d'ivresse. C'est autant de choses, de mesures qui vont permettre de réduire de manière substantielle le nombre d'accidents et de morts sur la route. En l'espace de 24 heures, la route nationale numéro 3 Douala-Yaoundé arrache ainsi la vie à 11 personnes. Et dans l'actualité, ce sont les concertations qui se poursuivent en vue du dialogue national.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu des anciens candidats à l'élection présidentielle, leaders d'opinion et des leaders religieux. Ils sont venus présenter leurs propositions dans la perspective de l'organisation de ce dialogue national, les conditions préalables qu'ils souhaitent voir implémentées par le gouvernement pour une organisation efficiente de ces assises nationales visant à résoudre les problèmes d'intérêt national, notamment la crise anglophone et d'autres crises multiformes qui secouent la République du Cameroun. Compte rendu avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Un parfum de présidentiel à l'immeuble Étoile pour une nouvelle journée de concertation des leaders politiques avec le Premier ministre. Tour à tour, Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Garga Amanadji de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement et Serge Espoir Matomba du Peuple uni pour la rénovation sociale se sont succédés chez le Premier ministre. D'emblée, les leaders du PCRN et du PURS s'accordent sur l'urgence de l'organisation culturelle et linguistique que nous aura imposé l'histoire depuis le 4 mars 1916. Donc, il y a un chantier d'intégration nationale. Nous avons fait des propositions là-dessus. Nous avons fait des propositions sur la forme de l'État, la régionalisation, que nous avons baptisé également fédéralisme communautaire, qui impose une révision des contours des régions camerounaises qui, de notre point de vue, ont été tracés sur des bases contextuelles, de calculs politiques, mais non pas tenus compte des réalités anthropologiques, sociologiques et historiques. Il faut urgemment que nous puissions refaire le découpage territorial. Et dans un deuxième temps, nous avons dit qu'il faut l'harmonisation du système scolaire et l'harmonisation du système judiciaire aussi. Quant à l'ADD, sa crainte est de voir le dialogue national sonner creux. Le grand dialogue national, je crains que ça ne soit creux. Parce que le problème n'est pas de faire du folklore, mais de résoudre un problème sérieux, celui de la crise dite anglophone. Il y a une partie de nos frères et de nos sœurs qui veulent quitter le pays. Non pas quitter géographiquement, mais se séparer de nous. C'est inadmissible au niveau sentimental de part et d'autre, mais c'est inadmissible au niveau constitutionnel, notamment pour le président de la République qui a la charge, je dirais même l'obligation, de maintenir le Cameroun dans ses frontières héritées de la colonisation britannique ou française. Selon Garga Amanadji, pour éviter cette hypothèque, seule la bonne réponse s'impose. Tout le problème est de savoir comment faire pour convaincre nos frères qui se réclament d'être sécessionnistes. Ils ne sont pas contre nous, mais ils ont un certain nombre d'exigences et ces exigences auraient pu être résolues avant la lettre. Tout simplement parce que la Constitution de 1996 avait prévu la décentralisation. Quand quelqu'un veut du fédéralisme, c'est une forme de décentralisation, mais dite politique. Outre les propositions de l'ADD, le PURS et le PCRN mettent en avant l'indispensable construction d'une identité nationale et l'inscription du pardon au cœur du dialogue national. Nous avons aujourd'hui une véritable crise d'identité qui s'est démontrée. Donc il faut résoudre ce problème culturel par une véritable révolution culturelle qui passe forcément par l'adoption d'une langue nationale. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est un legs colonial et nous nous battons pour cela. Ça démontre à suffisance que nous ne sommes pas assez matures pour nous définir une propre identité. Puisqu'on est dans le grand dialogue national et le chef de l'État a évoqué l'hypothèse du pardon, on peut aller plus loin dans la libération des détenus dans le cadre de la crise anglophone. On ne peut pas nier non plus qu'il y a une crise post-électorale qui est elle aussi prégnante au Cameroun. Pourquoi on n'irait pas aussi jusqu'à libérer des personnes arrêtées dans ce cadre-là? Parmi les personnalités reçues par le Premier ministre, le patron d'Equinox Télévision, venu apporter sa caution sur le rôle que la presse joue pour la réussite du dialogue national. Tout événement est un événement important pour la presse, surtout un événement qui engage l'avenir de la nation.
Et nous devons, en tant que médias de premier plan, rendre compte de tout ce qui se passe afin de rendre intelligible tout ce qui sera dit et de permettre à la population de percevoir les contours de ce dialogue et d'être informée en temps et en heure. D'autres formations politiques ont été reçues par le Premier ministre au cours de ces audiences consacrées aux acteurs politiques. Et vous l'avez suivi, Equinox Télévision au cœur de ce grand dialogue national prévu entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Les services du Premier ministre font savoir que tous les Camerounais peuvent apporter leur contribution dans la perspective de ce dialogue national. Ils doivent se rendre sur le site officiel créé à cet effet, nationaldialogue.cm, sur lequel ils pourront partager leurs contributions, alors les adresser au service du Premier ministre avec pour en tête contribution pour le dialogue national. C'est une communication des services du Premier ministre. Alors que ces concertations se poursuivent, l'archevêque métropolitain de Douala n'a pas foi en ce schéma de sortie de crise politique tel que conçu par le président de la République. Je vous le disais en titre, Monseigneur Samuel Cléda craint que l'absence de médiateurs neutres et la non-libération des prisonniers politiques n'impactent sur l'organisation de ce dialogue pourtant décisif pour l'avenir sociopolitique du Cameroun. Mitterrand Dam et Gladys Sidier. Samuel Cléda estime que le dialogue national, longtemps souhaité, a pris du temps avant d'être convoqué. 3 ans de crise sociopolitique qu'on aurait pu éviter dès l'envoi des premiers signaux. Je regrette que le dialogue soit venu trop tard, presque 3 ans après le début de la crise. Donc c'est beaucoup. Nous connaissons les victimes, mais nous espérons que nous aurons la solution, n'est-ce pas, au problème, je dirais, au problème camerounais. Pour lui, le dialogue national doit être présidé par une personnalité autre que le Premier ministre. Mais je suis particulièrement d'accord avec ceux qui élèvent le voix contre le fait que c'est le Premier ministre qui est désigné pour diriger ce dialogue. Et je suis entré un peu, on voit bien que déjà la conférence tripartite, c'était aussi le Premier ministre qui avait dirigé cette conférence. On doit faire très attention. Et ici, pour ma part, le gouvernement doit observer une grande neutralité. Mais c'est lui qui convoque. Mais ce n'est pas encore lui qui doit, n'est-ce pas, diriger. L'État devrait choisir une personnalité neutre ou un groupe de personnes neutres pour diriger ces grands dialogues nationaux. Pour que vraiment les décisions qui seront prises soient vraiment appliquées afin que nous puissions résoudre ce problème. L'archevêque de Douala regrette le fait que les avis des évêques n'aient pas été pris en compte dès le début de la crise anglophone. Il estime que la voix de l'Église doit compter dans les prises de décision au sommet de l'État, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'une fois que, quand vous dites que non, vous élevez contre quelque chose, on dit oui, voilà, vous êtes opposant. Donc, vous êtes avec nous. Finalement, ils sont arrivés à ce niveau que, voilà, les évêques, ne chantant pas la même chanson qu'eux, n'est-ce pas, sont des ennemis. Et que ce qu'ils cherchent, c'est plutôt, je ne sais pas, qui ne cherchent pas le bien des autres Camerounais. Mais je trouve que cela est faux et même extrêmement grave. Parce que lorsqu'on voit tout ce que l'Église fait pour la construction de ce pays, je suis surpris que
qu'on dise que ce sont les mêmes évêques qui se lèvent pour détruire ce pays. Les consultations en vue du grand dialogue national se poursuivent et les autorités religieuses seront elles aussi reçues par le Premier ministre. Et parmi les leaders d'opinion qui ont été reçus ce jour en audience chez le Premier ministre, le cardinal Christian Toumi est allé porter la voix des leaders religieux. Lui qui était porteur d'une initiative de la All Anglophone Conference a rencontré le chef du gouvernement afin d'évoquer les propositions visant à une organisation efficiente et inclusive du dialogue national. Dans le reste de l'actualité, des révélations graves viennent d'être faites sur les mécanismes de fraude, de tricherie, de corruption et discrimination dans le processus de sélection des étudiants dans les grandes écoles au Cameroun. Sous le feu nourri des critiques, ce sont les récents résultats des concours d'entrée à l'ENAM. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, un magistrat met à nu les pratiques mafieuses dans l'organisation des concours d'entrée dans les grandes écoles au Cameroun, Mitterrandam et Kediara. Les résultats du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de la magistrature, l'ENAM, continuent de défrayer la chronique. À la suite de la vague d'indignation suscitée par ces derniers, un magistrat courroucé et déçu par l'historicité de ces résultats a pris l'initiative de rédiger une lettre au président de la République afin de dénoncer ce qu'il considère comme des irrégularités. Pour lui, de nombreux Camerounais jeunes, qu'il estime à 25 000, ont pris le président de la République au mot, confortés par sa volonté affichée de garantir la transparence et l'objectivité dans le recrutement à la fonction publique. De nombreux jeunes Camerounais, environ 25 000, ont candidaté pour ce concours. Ces jeunes Camerounais diplômés de nos universités n'ont souhaité qu'apporter leurs compétences et leurs énergies pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet de société qui se résume à faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans la diversité à l'horizon 2035. Toute chose qui pousse le rédacteur de la lettre à affirmer que le recrutement dans la fonction publique camerounaise doit respecter les engagements internationaux auxquels le Cameroun, sous la direction du président Biya, a souscrit. Plus loin, le magistrat convoque sa casquette de formateur au concours d'entrée à l'ENAM pour décrier une pratique qui, au fil des années, rend le dit concours inaccessible aux personnes pourtant compétentes. En effet, nous sommes toujours surpris de voir certains de nos candidats les plus médiocres réussir, contrairement aux candidats les plus brillants. Comment consoler un moniteur d'un groupe de préparation titulaire d'un master âgé de 29 ans et qui depuis 2015 est admissible chaque année à la section prix, poids et mesure niveau baccalauréat sans jamais être admis, pendant que pour le même concours, les candidats qu'ils forment au sein du dit groupe parce que fils de ministre, de directeur général, de haut magistrat. Comme ce moniteur, de nombreux autres cas seront évoqués dans la lettre. Des cas de jeunes dynamiques et compétents récalés malgré leur admissibilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, les pratiques qui suivent ont été instituées par certaines personnalités, membres de votre équipe, qui semblent courir avec le temps et veulent à tout prix caser leur progéniture, quel que soit le moyen utilisé, et dont les plus usuels sont l'achat des concours et le trafic d'influence. Les prix d'achat, souvent très élevés, varient de 5 à 8 millions de francs CFA pour le cycle B, niveau baccalauréat, et de 7 à 12 millions de francs CFA pour le cycle A, niveau licence et magistrature. Le trafic d'influence est souvent très évident lorsqu'à la lecture des admissions au concours de la magistrature, on dirait l'énumération des hauts magistrats de la République. Pour preuve, les microfinances abondent des comptes joints ouverts pour les candidats et les responsables en charge de l'organisation du concours. Les études de notaire signent des dépôts de séquestre, des actes de cession de terrain sont signés, etc. Je vous épargne, par pudeur et par respect, de nombreux actes pernicieux qui conditionnent aussi souvent l'accès à notre fonction publique et plus précisément à notre prestigieuse école. S'ensuivent alors un ensemble de propositions énumérées par le magistrat en vue de juguler le mal. Il est question notamment de la reprise pure et simple de tout processus de concours d'entrée à l'ENAM, session 2019, avec les mêmes candidats aux nouvelles dates ou à défaut l'admission définitive des candidats ayant obtenu au moins 2 admissibilités à cette session. Il est aussi question de l'admission de tous les candidats âgés de 32 ans, à l'occurrence l'âge limite
qui ont été admissibles lors de cette session de 2019 et qui ont finalement échoué le concours. Il est aussi question de l'admission de tous les candidats admissibles à cette session de 2019 et qui cumulent au moins 2 admissibilités lors des sessions antérieures. Le rédacteur de la lettre parle également de la création d'une direction des concours administratifs à la présidence de la République ou au Premier ministère, chargé de veiller sur la transparence et l'objectivité des concours officiels. Elle sera chargée, selon le magistrat, de tout processus partant de l'organisation matérielle à la publication des résultats définitifs en veillant au respect de divers équilibres, à la représentation des minorités et des handicapés et enfin à la promotion de l'excellence et de la saine compétition. Après la controverse autour des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM, le ministre de la fonction publique annonce qu'il a reçu l'autorisation à titre exceptionnel de recruter 119 candidats supplémentaires sous réserve du remplissage effectif de tous les critères prévus par la réglementation en vigueur. Selon un communiqué du ministre Joseph Lé, il s'agit des candidats déclarés admissibles ayant pris part aux épreuves orales, ayant obtenu le total des points requis, mais qui n'ont pas été retenus en raison du nombre restreint de places initialement ouvertes. Le ministre de la fonction publique précise que les 13 candidats déclarés définitivement admis à plus d'un concours ont été remplacés après avoir écrit des lettres de désistement dans les autres sections existantes à l'ENAM. Le gouvernement qui vient d'annoncer le recrutement de 119 candidats supplémentaires pour l'année académique 2019-2020 à l'École nationale d'administration et de magistrature. Après Viviane Biouelet, ancienne directrice générale de l'Institut de management public, Jean-Pierre Kédi, ex-directeur général de l'ARCEL, le docteur Omaro Tado renonce à son siège de membre de conseil de direction de l'INJS. Ayant déjà atteint l'âge limite pour la retraite, il a brillé par son absence lors de la session extraordinaire du conseil de direction de l'INJS, une session qui visait à harmoniser les textes avec les lois portant statut des entreprises publiques au Cameroun. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Frappé par la limite d'âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite, Dr Omar Tado a lui-même écrit au conseil de direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour dire qu'il n'entendait plus siéger au sein de cette institution. Son siège est donc resté vide pendant la session extraordinaire du conseil tenue à Yaoundé. L'unique point inscrit à l'ordre du jour portait sur la mise en conformité des textes de l'INJS aux dispositions des lois du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques, ainsi que leur décret d'application signé le 19 juin 2019. L'INJS, dans ce texte, s'est mis en conformité avec les lois et décrets relatifs à la gouvernance des entreprises et établissements publics. C'était une exigence, notamment du chef de l'État dans ces derniers décrets de juin 2019. Tels que les travaux ont été menés, nous pouvons nous estimer satisfaits. L'Institut national de la jeunesse et des sports s'arrime à la nouvelle donne, ce qui implique désormais des changements dans son fonctionnement. La gouvernance au niveau financier, la gouvernance managériale, le respect surtout des dispositions imposées par le chef de l'État. Il fallait revoir les rémunérations, il fallait revoir l'organigramme. Ça a été fait surtout en ce qui concerne le fonctionnement du cabinet du président du conseil de direction. Créé pour former les cadres d'EPS et de jeunesse et d'animation, l'Institut national de la jeunesse et des sports caresse le rêve de se hisser au panthéon des écoles de formation de renom, tant au niveau national qu'au niveau international. Et en bref, à présent, dans l'escale internationale, l'ancien président tunisien Ben Ali est décédé de suite de maladie. Il avait dirigé ce pays d'une main de fer pendant une vingtaine d'années avant d'être chassé par le printemps arabe. Il s'était réfugié dans les pays arabes pour pouvoir tenter de retrouver la santé. Il est décédé alors que la Tunisie s'apprête à élire un nouveau président de la République. Et parmi les 2 candidats en lice, l'un est encore en prison, accusé de fraude et de corruption. Des reportages dans ce journal, plus de 1000 cartes professionnelles.
livrée et remise aux producteurs de cacao des départements du Nyong-Ekele et de la Sanaga-Maritime. La cérémonie qui avait pour cadre la place des fêtes de Bodmakak rentre dans le cadre de la professionnalisation de la filière cacao et café au Cameroun. Reportage. Le Nyong-Ekele et la Sanaga-Maritime sont deux grands bassins de production du cacao. Pas surprenant que l'opération d'identification lancée par le CICC suscite un réel engouement auprès des producteurs. Vous savez qu'à la création de la coopérative, les gens sont venus nombreux, chacun avec son idée. Ils se sont inscrits à 3600. Nous sommes partis avec ces ambitions. Mais les exigences de discipline dans la coopérative ont fait que les gens ont commencé à traîner le pas à un moment. Au jour d'aujourd'hui, nous avons là identifié 800 producteurs. La cérémonie d'aujourd'hui d'abord arrive à point nommé. À point nommé pourquoi? Parce que nous sommes en début de campagne. Voilà, nous sommes tellement fiers avec le CICC qui est en train de soutenir les coopératives pour mieux avancer. Actuellement là, on a 270 livrets et 270 cartes de producteurs. Alors ça nous réjouit vraiment. Mais il n'est pas question pour les coopératives de dormir sur leur laurier, se contentant des résultats obtenus. Aussi doivent-elles multiplier les stratégies gagnantes pour allier tous les producteurs à cette juste et noble cause. Le gouvernement ne veut plus traiter, n'est-ce pas, avec les producteurs isolés. Donc ces producteurs qui tiennent encore les pas aujourd'hui, ils doivent chercher à rejoindre automatiquement le groupe pour en bénéficier, n'est-ce pas, des ressources du cacao. Notre objectif, c'est d'atteindre au moins 3000 membres d'ici la fin de la saison prochaine. Nous n'avons pas d'inquiétude. Le Nyong-Ekele est potentiel. Ce que nous avons comme atout, c'est que nous produisons des résultats. Et ce sont ces résultats qui constituent notre point d'attrayance. La coopérative existe effectivement, ce n'est pas une coopérative dans la mallette. Tous les cacaoculteurs des bassins de production du Nyong-Ekele et de la Sanaga-Maritime doivent se faire identifier et ainsi bénéficier d'une carte professionnelle et du livret qui va avec. C'est ce message de prise de conscience que le président du conseil exécutif du CICC est venu porter aux populations. La carte professionnelle, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça permet d'abord au producteur lui-même de mesurer qu'est-ce qu'il a fait au cours d'une campagne. Dans le livret, on va enregistrer au niveau de la coopérative le nombre de kilogrammes ou de tonnes récoltées, la qualité, etc. Et tel qu'on le disait tout à l'heure, même il pourrait évaluer ses dépenses dans ce livret. Ça permet de savoir combien on a dépensé, combien on a gagné et de faire une sorte de bilan. Pour le producteur, c'est absolument indispensable parce qu'il faut qu'il se professionnalise. Le sous-préfet de Bodmakak est allé dans le même sens en invitant les cacaoculteurs à saisir au bon la perche qui leur est tendue. Je voudrais que ces instruments de travail puissent les galvaniser à mieux se concentrer à la tâche. Que cela serve d'émulation pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les rangs de la coopérative. Pour leur dire qu'il faut qu'ils retrouvent les rangs de la coopérative afin de bénéficier de cette opération d'identification qui est bénéfique pour eux-mêmes et pour l'économie nationale. La professionnalisation des filières cacao et café est en marche. Elle marque des points avec cette opération d'identification que conduit avec doigté le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'engouement que manifestent les producteurs est une source de motivation. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a illuminé les championnats de vacances durant cette année 2019 afin de promouvoir le vivre ensemble et stimuler la passion pour le sport et principalement le football. Reportage. 90 jours de compétition pleine avec 33 exports. 90 championnats de vacances sur l'ensemble du triangle national. Avec les Camerounais. 90 minutes de frisson avec 33 exports. 33 exports, supporter numéro 1 du football. L'Institut universitaire privé ICEM-IBCG qui poursuit la construction de son nouveau campus bateau afin d'améliorer les conditions d'encadrement de ses étudiants pour les prochaines années académiques. On voit tout cela dans ce reportage. Nous avons rêvé grand et nous l'avons fait.
système universitaire ISEM-IBCG, dans sa mission de former des leaders d'aujourd'hui et de demain, se dote d'un nouveau campus ultra-moderne, conçu sous la forme d'un bateau afin d'offrir à chaque étudiant l'expérience d'un voyage académique sans zone de turbulence. Moi ici, monsieur Moustapha Jogo, donc nous sommes sur le site de construction du nouveau campus ISEM-IBCG. Voilà, donc nous sommes plutôt confiants par rapport au délai de livraison du chantier. Jusqu'ici tout se passe plutôt bien. Bonjour, moi c'est Siwenga Malu Brice, sur le site du chantier d'ISEM-IBCG, dont j'en suis l'ingénieur. Donc pour le moment, nous sommes en phase de réalisation des planchers rouges du sous-sol. Là actuellement, nos ouvriers sont en train de par la suite, on a été hospitalisé la boulée. Bon, en ce qui concerne les délais, c'est la rentrée 2020 comme initialement prévu par le planning des travaux. Le chantier sera livré. Situé au cœur de la ville de Douala, sur les berges du Vouri, à 1 jet de pierre du rond-point des Deux, le nouveau campus ISEM-IBCG, bâti sur 7 hectares, est un complexe de plusieurs bâtiments, donc le building principal situé au cœur du campus, composé de 3 étages et d'un sous-sol. ISEM-IBCG. Maintenant, explorons ensemble ce magnifique joyau architectural. Commençons par le sous-sol. Il est reparti en 2 compartiments. Le premier est conçu pour abriter tous les ateliers des filières technologiques, donc la mécanique, le génie civil, la menuiserie, l'électronique, l'électricité et bien d'autres. Le deuxième compartiment, quant à lui, est réservé aux laboratoires destinés aux filières médicales et médico-sanitaires et doté d'un équipement ultra moderne de façon à garantir à nos apprenants une formation arrimée aux standards internationaux. Moi, je suis déjà dans le grand bateau. Embarquons tous pour cette merveilleuse aventure académique. Rendez-vous 2020. ISEM-IBCG. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Admission à l'École nationale d'administration et de magistrature, un magistrat jette un pavé dans la mare. Il a révélé les mécanismes de fraude, de tricherie, de corruption et de discrimination dans le processus de sélection des candidats, des étudiants dans cette grande école. Il a interpellé le président de la République dans une lettre ouverte, évoquant même les montants que certains parents déboursent afin d'obtenir la place de leur enfant dans ces écoles. La direction de l'ENAM n'a pas confirmé ces informations ni infirmé. Et pourtant, le gouvernement embarrassé vient d'annoncer le recrutement de 119 candidats supplémentaires à l'ENAM pour l'année académique 2019-2020. Il s'agit des candidats qui ont obtenu la moyenne, qui ont même passé l'oral, mais n'ont pas été admis, faute de place, selon le ministre de la fonction publique. Voilà, un autre aspect sur le débrief, c'est Monseigneur Cléda qui également, on va le dire, jette un pavé dans la main par rapport à la présidence du Grand Dialogue National. Il émet des réserves sur celui qui va présider ce dialogue, à savoir le Premier ministre, chef du gouvernement. L'archevêque métropolitain de Douala aurait aimé voir dans ces concertations un groupe de personnalités neutres pour conduire le grand dialogue national afin d'assurer
une garantie d'objectivité durant les discussions et la mise en œuvre des résolutions issues des travaux prévus entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Il attire l'attention du président de la République sur la nécessité de mettre en œuvre et d'appeler des médiateurs neutres sur la table afin d'écouter toutes les parties prenantes et de pouvoir s'assurer que les dispositions qui pourraient être prises à l'issue des travaux seront d'application contraignante pour toutes les parties engagées dans ce grand dialogue national. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric Nouflet. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Voilà, madame, monsieur.